Bienvenue à Confidence de DRH, l'émission ressources humaines des éco-business et de la NDRH. Notre invité, Laurent Chohin, DRH du groupe Mazars. Bonjour Laurent Chohin, vous êtes directeur des ressources humaines du groupe d'audit et de conseil Mazars. Avant d'occuper ces fonctions, vous avez eu de multiples métiers. Vous avez été DRH du groupe Caisse d'épargne, devenu BPCE. Vous avez aussi dirigé une start-up fondée par Serge Trigano. Vous avez travaillé pour les hôtels Kempinski. Et vous avez eu aussi des fonctions d'enseignement, notamment au sein de l'ESC Reims, dont vous êtes diplômé, il me semble. Absolument, ça s'appelle Neoma aujourd'hui d'ailleurs, par le jeu des fusions dans les écoles. Et alors aujourd'hui, vous lancez un MBA Mazars. Pourquoi ? Alors, voilà, disons Mazars lance un MBA, on ne l'appelle pas MBA Mazars, mais effectivement. Pourquoi ? Il y a deux raisons. Il y en a une qui est de servir un besoin de Mazars, et il y en a une autre qui est peut-être une lecture plus globale de où va aujourd'hui le monde de l'éducation au management. Mais est-ce que l'offre qui est sur le marché ne vous satisfait pas ? Alors ça, c'était la raison pour laquelle, en tous les cas, Mazars a choisi avec moi de développer un programme spécifique, tout à fait différent, parce qu'effectivement, nous avions le besoin, pour être très direct, de créer une communauté de leaders dans le cadre d'une succession de dirigeants. Mazars a connu peu de dirigeants, 2 dirigeants en 70 ans, et un troisième depuis 2011, Philippe Castagnac, qui a succédé à Patrick de Cambourg, qui a été la personne qui a vraiment développé Mazars pendant 30 ans, et Robert Mazars l'avait fondé à l'époque. Donc, il s'agissait de créer une communauté de leaders. D'accord. Et donc, ce MBA est destiné à quel public ? C'est-à-dire, ce sont vos top managers ? Oui, alors chez nous, on parle d'associés, puisque Mazars, en fait, est une coopérative d'associés. Ce qu'on sait peu, on a l'impression d'une entreprise privée classique, ce n'est pas le cas. Mazars est pionnier d'un modèle assez unique, y compris dans son métier dans le monde, puisque nous sommes la seule société dans ce domaine de l'audit et du conseil intégrée mondialement. C'est-à-dire, on est présent dans 72 pays, mais c'est le même Mazars partout. Et donc, cette intégration nécessite qu'on ait justement des leaders très connectés entre eux, qui constituent une vraie communauté. Et c'était ça l'enjeu, en réalité, de ce MBA. Donc, on a aussi, en cela, fait quelque chose qui allait tout à fait dans le sens de la culture de Mazars. C'est purement interne ? C'est pour les seuls... C'est toute la particularité de ce MBA. On l'a lancé au départ, on l'a testé sur 3 promotions de gens de Mazars. Mais la réalité initiale de ce MBA, dès le départ, nous l'avons conçu pour être en fait un nouveau modèle de ce que seront les universités d'entreprise de demain. Et entre autres, nous pensons qu'elles doivent être ouvertes à d'autres entreprises. Donc plutôt que de fonctionner dans l'esprit d'un programme... d'autres entreprises nous rejoignent. Alors pas des personnes, seules des entreprises. Voilà, c'est du B2B. Exactement, absolument. Donc les individus en tant que tels ne peuvent pas s'y inscrire. Vous pouvez nous dire quelles entreprises d'ores et déjà ? Bien sûr, parce que on a embarqué dans cette aventure dès le départ d'ailleurs, dès la conception, donc il y a déjà 2-3 ans. Nous avons commencé à réfléchir avec une série d'entreprises et aujourd'hui, la première session de ce MBA ouvrira à l'automne prochain et ça s'ouvrira avec autour de la table 8 entreprises, donc Mazars bien sûr, puisqu'on est les pionniers de ça, mais derrière Areva, AXA, Alstom, Auchan, L'Oréal, Saint-Gobain et Manpower. Donc pas que des Français, puisque Manpower... Voilà, un très beau tour de table. Et puis d'autres vont nous rejoindre pour les promotions suivantes, puisque d'une promotion à l'autre, le cercle des partenaires peut changer. Ça dure combien de temps ? C'est international ? Alors c'est totalement international. Ça dure... Alors c'est à la fois du présentiel et de la formation à distance. On est dans un monde moderne où il faut utiliser de nouvelles formes d'apprentissage. C'est 6 semaines qui se déroulent à peu près sur 2 ans et qui se passent partout dans le monde. 6 semaines sur 5 continents. On démarrera d'ailleurs dans la Silicon Valley en automne prochain. D'accord, alors MBA, ce n'est pas une marque déposée, parce que c'est quand même curieux que vous puissiez créer votre propre MBA. Alors d'autant que je suis moi en plus membre de commission de certification d'accréditation européenne et française, donc Dieu sait si je suis très respectueux de ces aspects-là. Simplement, le MBA est la seule marque mondiale, ou du moins le seul titre mondial non protégé. Vous pouvez demain créer le Muriel Jaser MBA si vous le souhaitez. Voilà. Simplement, à partir de là, c'est le contenu et la réputation qui vont faire la différence. Ça, c'est important, d'où l'importance de travailler sur les contenus, d'où l'importance de travailler sur la qualité des professeurs de ce MBA. Vous n'allez pas faire de jaloux parce qu'il y a beaucoup d'écoles de commerce qui essaient, justement, il y a une telle concurrence.
Oui, j'ai passé ma vie et je continue aujourd'hui à être un promoteur des grandes écoles et en particulier de tous les systèmes, je veux dire, d'éducation au management. Donc, loin d'être un opposant ou un ennemi, je suis au contraire un compagnon de route de ces institutions et je travaille avec beaucoup d'entre elles. Mais on sait qu'on est à un moment particulier, on a une rupture maintenant. Et donc, les écoles en tant que telles ne suffisent plus à servir un besoin qui devient un besoin mondialement d'ailleurs développé, qu'il faut essayer de renouveler. Et les universités d'entreprise peuvent jouer un nouveau rôle là-dedans. Donc, c'est un nouveau modèle entre l'université d'entreprise et l'executive MBA, par exemple. En plus, disons, voilà, puisque les écoles continueront, j'espère, à être florissantes et à très bien marcher. Mais je pense qu'il était temps d'inventer quelque chose de nouveau. Bon, bah, écoutez, on attend ça pour octobre, c'est ça, vous avez Oui, dit? c'est ça, absolument, octobre pour l'automne. 2014. Oui, exactement. Et maintenant, on va passer à la séquence le défi. Laurent Chauvin, quel est votre plus grand défi pour l'année 2014 ? Alors mon défi, c'est un défi qui est à la fois le mien, mais peut-être aussi plus généralement celui d'un moment dans l'histoire. Mon défi aujourd'hui chez Mazars, c'est de faire des choses très innovantes et j'allais dire, j'espère un peu avant-gardistes, mais avec des moyens limités. On n'est pas une société qui jette l'argent par les fenêtres, c'est pas ça du tout. Donc le défi, c'est ce qu'on appelle le low cost, high value, c'est-à-dire cette capacité à faire de l'innovation frugale, à faire avec peu de moyens des choses réellement différentes. Quand je dis que c'est aussi un défi plus global, c'est qu'on est dans un moment particulier, c'est-à-dire une révolution technologique évidente pour nous tous, malgré quelques résistants, mais c'est un moment de crise économique. Et donc, vous voyez, par rapport à la première bulle Internet, où on était dans une période un peu de grande croissance économique et de révolution technologique, on avait les moyens d'investir. Aujourd'hui, on n'a peut-être pas trop les moyens d'investir. Voilà. Le vrai sujet, c'est de ne pas se tromper sur quoi on investit. Et ça, je crois, c'est ça le vrai défi. C'est de savoir faire des choses nouvelles, dans un contexte où on n'a pas des milliards pour le faire. Voilà, exactement. Notre dernière séquence, le modèle cette fois-ci. Laurent Chauvin, quels sont vos modèles ou vos sources d'inspiration ? J'en ai plusieurs et pas, j'allais dire. C'est vrai que je n'ai jamais conduit mon action en essayant trop de me référer forcément à la façon dont les autres avaient pu faire. J'ai beaucoup observé, par contre, au cours de ma vie. J'ai travaillé avec beaucoup de dirigeants. Peut-être j'en citerai deux. On a parlé de Serge Trigano tout à l'heure, qui a toujours été une source d'inspiration, non pas pour faire ce que fait Serge, qui est remarquable, mais je pense que l'attitude de l'homme, la résilience aussi du leader, de l'histoire du Club Med a aujourd'hui une formidable aventure de réinvention de son industrie, bien au-delà de son entreprise. Mama Shelter, est un modèle d'attitude dans la vie. Et le patron de Kempinski, qui pour moi a toujours été un modèle de leadership inspirant. Et donc j'essaye, avec mes propres équipes, de me comporter comme à l'époque je me disais, j'adore travailler avec ce type finalement. Voilà, j'aimerais bien qu'aujourd'hui, ensemble avec mes équipes, on soit tous un peu dans ce petit état d'esprit. Mais voilà, mais j'essaye de ne pas être, vous savez, ce leader charismatique seul sur le pont d'Arcole, j'aime pas cette idée. Plutôt le leader un peu chef d'orchestre. Je pense que l'avenir, c'est le leadership partagé, c'est-à-dire être capable dans la même seconde d'être un numéro 1 ou numéro 2 et de changer, de switcher de l'un à l'autre et d'avoir donc une équipe de gens très talentueux. Vous voyez, il ne faut pas recruter des A, il faut recruter des A+. Il faut recruter des gens bien meilleurs encore. Et après, ça donne l'envie de travailler ensemble. C'est ça qui me paraît être le bon modèle, si on veut le dire comme ça. Merci Laurent Chauvin. Je vous en prie. Merci Muriel.